Bienvenue à toutes et à tous pour cette discussion sur un sujet vraiment clé, les choix stratégiques de l'entreprise. C'est au cœur du thème 6 du programme de CEJM, culture économique, juridique et managériale. Tout à fait. Et l'objectif aujourd'hui, c'est simple, proposer une synthèse la plus claire possible. On a pensé ça spécifiquement pour aider les étudiants de formation en ligne dans leur révision. Bonne idée. On va donc explorer ensemble la démarche, les outils d'analyse et puis les grandes options stratégiques qui finalement façonnent l'avenir des entreprises. C'est un sujet absolument passionnant parce que la stratégie, c'est vraiment ça qui guide l'entreprise, c'est son gouvernail. D'ailleurs, pour lancer notre réflexion, il y a cette citation de Sun Tzu qui me vient. Ah oui? La stratégie sans tactique est la voie la plus lente vers la victoire. La tactique sans stratégie est le bruit avant la défaite. Je trouve que ça pose bien le cadre, non? La réflexion d'abord pour que l'action soit efficace. C'est très juste. Voilà, donc notre mission pour aujourd'hui, on va essayer de décortiquer ensemble les concepts essentiels des chapitres 1, 2 et 3 de ce thème 6. On va partir de la base, qu'est-ce que la stratégie? Ensuite, on plongera dans le diagnostic, pour finir sur les options de croissance. Alors, on commence par le commencement. La stratégie, c'est quoi au fond? On pense souvent. On pense souvent à Michael Porter, qui lui l'a défini comme « créer une position unique et valorisante impliquant un ensemble différent d'activités ». Le but final étant cet avantage concurrentiel durable. C'est ça. C'est la définition un peu classique, mais très juste. Et puis il y a Henri Mintzberg qui apporte une nuance, je trouve, intéressante. Pour lui, la stratégie, ce n'est pas juste un plan figé, gravé dans le marbre. Non. Non, c'est aussi une direction, une façon de concentrer les efforts, bien sûr, d'assurer une certaine cohérence, mais c'est aussi, et peut-être surtout, un processus d'apprentissage. Il fait une distinction clé entre la stratégie délibérée, celle qu'on planifie, quoi, et la stratégie émergente. Émergente. Oui, celle qui naît un peu au jour le jour, des ajustements, des réponses aux imprévus. C'est un peu comme un iceberg, si on veut. Le plan visible, la partie délibérée, c'est peut-être que 10%. L'essentiel, c'est ce qui se construit, ce qui s'adapte sous la surface. Ah, c'est intéressant ça, l'idée d'adaptation constante. Et on rappelle aussi qu'il y a différents niveaux de stratégie, hein. La stratégie globale, pour tout le groupe, Oui, la corporate strategy, celle pour chaque métier, chaque business unit, comme on dit, la business strategy. et puis les stratégies par fonction, marketing, RH, production. L'enjeu, j'imagine, c'est que tout ça soit aligné. Ah, mais c'est absolument crucial. Sans alignement, on risque de partir dans tous les sens, de gaspiller des ressources. Chaque niveau doit vraiment venir renforcer les autres. D'accord, logique. Alors, comment une entreprise construit cette stratégie? Si j'ai bien compris, tout commence par un diagnostic, c'est ça? Il faut se connaître et connaître son environnement. Exactement. Le fameux modèle LSCAG de Harvard, même s'il date un peu, il insistait déjà là-dessus, c'est la base. Et on commence souvent par regarder à l'extérieur. L'analyse de l'environnement, donc. Comment on fait ça? Alors, pour le macro-environnement, l'outil le plus connu, c'est Pestel. Ça aide à bien structurer la veille, à balayer les différentes dimensions. Politique, économique, socio-culturelle, technologique, environnementale et légale. D'accord. Le but, c'est d'identifier les grandes tendances, les opportunités à saisir, mais aussi les menaces qu'il faut anticiper. Et si on prend un exemple pour que ce soit plus concret? L'industrie automobile française, par exemple, ces dernières années. Ah oui, c'est un parfait exemple. Le politique, il influence avec les aides, les primes à la conversion, ou au contraire les restrictions comme les ZFE, les zones à faibles émissions. Mhm. L'économique, ça joue sur le pouvoir d'achat, donc la capacité à acheter une voiture neuve. Le socio-culturel, on voit bien la poussée vers l'écologie, les nouvelles formes de mobilité. Le partage, l'électrique. Exactement. Le technologique, c'est énorme, hein. L'électrification, la voiture connectée, autonome demain peut-être. L'environnemental, avec les normes de CO2 de plus en plus strictes. Et le légal, qui encadre tout ça. Sécurité, règles de circulation, etc. Une entreprise comme Renault ou Stellantis doit jongler avec tout ça en même temps. C'est énorme, effectivement. Et ça, c'est pour le contexte général. Mais il y a aussi l'environnement plus immédiat, les concurrents, les clients. Oui, et là, on passe au micro-environnement. L'outil classique pour ça, c'est les 5 forces de Porter. C'est vraiment puissant pour évaluer l'intensité de la concurrence dans un secteur et du coup, son attractivité. Les 5 forces.
On analyse le pouvoir de négociation des clients, est-ce qu'ils peuvent facilement faire pression sur les prix, et celui des fournisseurs. On regarde la menace des nouveaux entrants, est-ce facile ou difficile d'arriver sur ce marché, et celle des produits de substitution, qu'est-ce qui pourrait remplacer ce qu'on vend. Et bien sûr, la rivalité entre les entreprises déjà installées. Et concrètement, ça donne quoi? Prenons la grande distribution. Alors, la grande distribution. Le pouvoir des clients, très fort. On peut changer d'enseigne très facilement, on est très sensible au prix. C'est sûr. La rivalité entre les acteurs, intense. C'est la guerre des prix, des promos en permanence. La menace des substituts, elle grandit avec le e-commerce, les circuits courts, les magasins spécialisés bio. Hmm. Résultat, c'est un secteur où c'est structurellement difficile de faire de grosses marges. Comprendre ses forces, ça aide une entreprise à savoir où elle met les pieds et surtout comment elle peut essayer de se positionner au mieux là-dedans. Ok, donc on a scanné l'extérieur, mais l'entreprise, elle doit aussi se regarder elle-même, non? Ses forces, ses faiblesses. Ça, c'est le diagnostic interne. C'est ça, le diagnostic interne. Là, il s'agit d'identifier les ressources et les compétences qu'on a en propre. Edith Penrose, une économiste, parlait de ressources tangibles, les usines, l'argent, et intangibles, la marque, les brevets, la culture d'entreprise. D'accord. Et parmi tout ça, il faut repérer les ressources et compétences qui sont vraiment stratégiques, c'est-à-dire celles qui nous donnent un avantage, qui sont difficiles à imiter par les concurrents. Ça peut être un savoir-faire unique, une technologie particulière, une relation client très forte. Et on utilise quoi comme outil pour ça? On complète souvent avec l'analyse de la chaîne de valeur, encore un outil de porteur, pour voir où on crée le plus de valeur pour le client, étape par étape. Et aussi le benchmarking, se comparer aux meilleurs, pour identifier les points à améliorer. D'accord. Et une fois qu'on a tout ça, l'externe d'un côté, l'interne de l'autre, comment on met tout ça ensemble pour avoir une vue d'ensemble claire? C'est là qu'arrive la fameuse matrice SWOT. Exactement. Le SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, ou FFOM en français, force, faiblesse, opportunité, menace. C'est vraiment l'outil de synthèse. Il croise le diagnostic interne, les forces et faiblesses, avec le diagnostic externe, les opportunités et menaces. Et ça sert à quoi concrètement? Ça aide à formuler des options stratégiques qui soient pertinentes. Prenons une petite PME agroalimentaire, les délices du terroir. Force, un super savoir-faire artisanal. Faiblesse, pas très connu, faible notoriété. Opportunité, les consommateurs veulent de plus en plus de bio et de local. Menace, la pression des grandes surfaces sur les prix. Ok. À partir de ce SWOT, des pistes stratégiques apparaissent. Par exemple, utiliser sa force, savoir-faire, pour saisir l'opportunité, demande bio, en lançant une gamme bio. Ou alors, contourner la menace, pression GMS, et pallier sa faiblesse, notoriété, en développant la vente directe en ligne. On voit bien comment ça connecte l'analyse à l'action. Oui, c'est beaucoup plus clair avec cet exemple. Merci. Bon, une fois qu'on a ce diagnostic bien posé, comment on passe au choix? Comment on décide quelle stratégie adopter? Alors, le processus de décision, on le présente souvent de façon linéaire. Analyse, puis formulation des options, puis choix, puis mise en œuvre, et enfin contrôle et ajustement. Classique. Oui, mais en pratique, c'est souvent plus itératif. On revient en arrière, on affine, et pour choisir entre les différentes options stratégiques possibles, on utilise généralement des critères. Les plus connus sont pertinence, faisabilité, acceptabilité. Parfois, on ajoute cohérence. Pertinence, faisabilité, acceptabilité. C'est-à-dire? Pertinence, est-ce que l'option répond bien aux enjeux qu'on a identifiés dans le SWOT? Faisabilité, est-ce qu'on a les moyens financiers, humains, techniques de la mettre en œuvre? Acceptabilité, est-ce que le niveau de risque est acceptable? Est-ce que le retour sur investissement attendu est suffisant? Et très important, est-ce que les parties prenantes, actionnaires, salariés, vont adhérer? Et enfin, la cohérence, est-ce que ça colle avec la culture, les valeurs de l'entreprise? D'accord. C'est un processus assez complet. Et souvent, les entreprises, surtout les grandes, elles ne font pas qu'une seule chose. Elles sont diversifiées. Comment on gère la stratégie dans ce cas? C'est là qu'intervient la notion de domaine d'activité stratégique, les DAS. Tout à fait. Segmenter l'entreprise en DAS ou SBU, Strategic Business Units en anglais, c'est essentiel pour les groupes diversifiés. Un DAS, c'est quoi? C'est un sous-ensemble d'activités qui fait face aux mêmes concurrents, qui s'adresse au même type de clients et qui repose sur les mêmes facteurs clés de succès. Un exemple. Prenons L'Oréal. Le luxe, Lancôme ISL, le grand public,
Garnier, Maybelline, les produits professionnels pour coiffeurs et la cosmétique active, La Roche-Posay, Vichy. Ce sont clairement des DAS distincts. Ils n'ont pas les mêmes concurrents, pas les mêmes circuits distribution, pas les mêmes clients. Et pourquoi c'est important de segmenter comme ça? C'est crucial pour plusieurs raisons. D'abord, pour allouer les ressources intelligemment entre les différentes activités. Ensuite, pour pouvoir définir des stratégies spécifiques adaptées à chaque marché. Et enfin, pour piloter la performance de façon plus fine. Finalement, ça permet à un grand groupe de rester un peu plus agile, en quelque sorte. D'accord. Et il y a des outils pour aider à gérer ce portefeuille d'activités? J'ai entendu parler de la matrice BCG. Oui, la matrice BCG, c'est la plus célèbre. Elle positionne chaque DAS sur deux axes, la part de marché relative par rapport au concurrent principal et le taux de croissance du marché. Ça donne 4 catégories: les vedettes, fort marché, fort croissance; les vaches à lait, fort marché, faible croissance; les dilemmes, faible marché, forte croissance; et les poids morts, faible marché, faible croissance. Et ça sert à quoi de les classer comme ça? Ça donne des indications sur les stratégies à adopter pour chaque DAS. En gros, investir dans les vedettes et certains dilemmes pour en faire les vaches à lait de demain, traire les vaches à lait pour financer les autres et se désengager progressivement des poids morts. C'est une simplification, bien sûr. Il y en a d'autres? Des matrices? Oui, aussi la matrice McKinsey General Electric, qui est un peu plus sophistiquée. Elle utilise l'attractivité du secteur, qui prend en compte plus de facteurs que juste la croissance, et la position concurrentielle de l'entreprise, basée sur ses forces. Mais l'idée générale est la même: aider à visualiser le portefeuille et à prendre des décisions d'allocation de ressources. Ce sont des aides à la décision, hein, pas des recettes miracles. Quelles sont les grandes directions possibles, les grandes options stratégiques? Alors, au niveau de l'entreprise dans son ensemble, on distingue classiquement plusieurs grandes orientations. Il y a la spécialisation, on se concentre sur un seul métier, on essaye d'être le meilleur là-dedans. Pensez à Rolex dans les montres de luxe ou dans un autre registre Decathlon à ses débuts, très focalisé sur les articles de sport. D'accord. Et l'inverse, c'est quoi? C'est la diversification. Là, on va sur de nouveaux métiers. Ça peut être une diversification liée ou concentrique. On reste dans des domaines proches de notre activité d'origine. Il y a des synergies possibles. Amazon, qui passe des livres à la vente en ligne généraliste, puis au cloud. C'est plutôt lié. Mhm. Et puis, il y a la diversification conglomérale. On va dans des secteurs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. LVMH, qui est présent dans la mode, les vins et spiritueux, la distribution sélective, les montres, c'est un bon exemple de conglomérat. Et à part spécialisation et diversification? Il y a aussi l'internationalisation, bien sûr, aller vendre ses produits ou services dans d'autres pays, et l'intégration, souvent verticale, maîtriser des étapes en amont, fournisseur, ou en aval, distribution de sa filière. D'accord. Ça, c'est au niveau global. Et si on zoome sur un métier en particulier, sur un DAS? Là, on retombe sur les fameuses stratégies génériques de Michael Porter. L'idée, c'est de construire un avantage concurrentiel solide sur un marché donné. Il y a 3 grandes voies, selon lui. La première, c'est la domination par les coûts. C'est-à-dire? L'objectif est d'avoir les coûts de production et de distribution les plus bas possibles dans le secteur pour pouvoir proposer des prix inférieurs à ceux des concurrents. Ryanair dans l'aérien, c'est l'exemple type. On optimise tout pour réduire les coûts. Avec quel risque? Le risque principal, c'est la guerre des prix qui peut détruire la valeur pour tout le secteur. Et aussi, à force de se focaliser sur les coûts, on peut finir par négliger la qualité perçue ou l'innovation. Ok. 12e option? La différenciation. Là, l'idée est de proposer une offre qui est perçue comme unique par les clients, sur des critères qu'ils valorisent: la qualité, le design, le service, l'image de marque. Cette différence permet de justifier un prix plus élevé, un premium price. Apple est souvent cité comme un maître de la différenciation. Le risque ici? De se différencier sur des aspects qui, finalement, n'intéressent pas vraiment les clients, ou alors de se différencier à un coût tellement élevé que le prix devient prohibitif. Et puis, les concurrents essayent toujours d'imiter ce qui marche. Et Porter dit qu'il faut choisir entre les deux, c'est ça? Coût ou différenciation? On ne peut pas faire les deux. C'est un peu sa thèse, oui. Il met en garde contre le risque d'être stuck in the middle, coincé au milieu. Si on essaye de faire un peu des deux, on risque de n'être ni vraiment le moins cher, ni vraiment différent. Et c'est souvent une position très inconfortable face à des concurrents qui ont fait un choix clair. D'où la 3e option. Exactement.
La focalisation, qu'on appelle aussi stratégie de niche, là, l'entreprise ne vise pas tout le marché, mais se concentre sur un segment de clientèle étroit, un groupe d'acheteurs spécifique. Et sur cette niche, elle peut appliquer soit une stratégie de coût, en étant le moins cher pour cette cible précise, soit une stratégie de différenciation, en offrant quelque chose de très spécifique et valorisé par cette cible. Des exemples? Pensez à Hermès dans l'ultraluxe. Il vise une clientèle très restreinte, mais avec une différenciation extrême. Ou, dans un autre domaine, La Fermière, avec ses yaourts premium en peau de grès, c'est une niche sur le marché des yaourts, avec une forte différenciation sur la qualité et le packaging. Tesla, à ses débuts, était aussi sur une stratégie de focalisation, voitures électriques sportives haut de gamme, avant de s'élargir. C'est clair. Et l'innovation dans tout ça, elle se place où? L'innovation, elle est un peu transversale. Elle peut être un moteur pour toutes ces stratégies. On peut innover pour réduire les coûts, on peut innover pour se différencier. L'innovation peut être radicale, de rupture, comme Netflix qui a complètement changé la façon de consommer des films et séries, Oui. ou incrémentale, en améliorant petit à petit les produits ou les processus existants, comme les nouvelles générations de smartphones chaque année. Et l'innovation peut aussi porter sur le modèle d'affaires lui-même, la façon dont l'entreprise crée, délivre et capture de la valeur. D'accord. Bon, une fois qu'on a choisi une direction stratégique, il faut la mettre en œuvre. Et souvent, ça implique de grandir, de se développer. Quelles sont les façons de croître pour une entreprise? On distingue classiquement trois grandes modalités de croissance. La première, c'est la croissance interne, qu'on appelle aussi organique. L'entreprise se développe par ses propres moyens, elle investit dans de nouvelles machines, elle recrute, elle ouvre de nouvelles agences ou usines, elle développe de nouveaux produits en interne. Les avantages et inconvénients? L'avantage principal, c'est qu'on maîtrise tout le processus, c'est cohérent avec la culture de l'entreprise. L'inconvénient, c'est que c'est souvent assez lent. Tesla, par exemple, a beaucoup utilisé la croissance interne au début pour construire ses usines. Decathlon aussi, en ouvrant ses propres magasins. D'accord. Deuxième modalité? La croissance externe. Là, l'entreprise grandit en rachetant d'autres entreprises. Ça peut être des fusions, deux entreprises de taille similaire se rapprochent, des acquisitions, une entreprise en rachète une autre, des OPA, offres publiques d'achat. Les avantages. C'est beaucoup plus rapide. Ça permet d'acquérir rapidement des parts de marché, des technologies, des compétences, d'éliminer un concurrent. LVMH est un exemple emblématique de croissance externe réussie, avec des dizaines de rachats, comme Tiffany récemment. Le rachat de WhatsApp par Facebook ou la fusion Veolia-Suez, ce sont d'autres exemples. Et les limites? Le coût d'abord, ça peut coûter très cher. Et surtout, le gros défi, c'est l'intégration. Faire fonctionner ensemble deux cultures d'entreprise différentes, deux systèmes d'information. Beaucoup d'acquisitions échouent à cause de problèmes d'intégration. C'est un vrai challenge. Et la troisième voie? C'est la croissance conjointe ou partenariale. Là, on ne rachète pas, on collabore avec d'autres entreprises. Ça peut prendre la forme d'alliances stratégiques, comme l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi dans l'automobile, Oui. de joint ventures, où on crée une filiale commune pour un projet spécifique, ou encore de la franchise, un modèle très répandu, pensez à McDonald's. Les avantages ici. Le partage des risques et des coûts, c'est souvent l'intérêt principal. Ça permet aussi d'accéder à des compétences ou des marchés qu'on n'a pas en interne. La limite, c'est souvent la complexité de la gouvernance. Comment prendre les décisions à plusieurs, comment gérer les éventuels conflits d'intérêts. D'accord. Et pour choisir entre ces options et surtout pour lier ça aux produits et au marché, il y a un autre outil, non? La matrice d'Ansoff. Oui, tout à fait. La matrice d'Ansoff, elle est très utile pour réfléchir aux stratégies de croissance. Elle croise deux dimensions, les produits, est-ce qu'on reste sur nos produits actuels ou on en développe de nouveaux, et les marchés, est-ce qu'on reste sur nos marchés actuels ou on en vise de nouveaux. Et ça donne quoi? Ça donne 4 grandes stratégies. La première, c'est la pénétration de marché. On essaye de vendre plus de nos produits actuels sur nos marchés actuels. C'est la stratégie la moins risquée. Par exemple, McDonald's qui fait des promotions pour attirer plus de clients dans ses restaurants existants. Ok. Deuxième option, le développement de produits. On lance de nouveaux produits pour nos clients actuels. Apple qui sort un nouvel iPhone chaque année, c'est typiquement ça. Le risque est un peu plus élevé. Logique. Troisième option, le développement de marché. On essaye de vendre nos produits actuels sur de nouveaux marchés. Ça peut être de nouveaux marchés géographiques, Starbucks qui s'implante partout dans le monde, ou de nouvelles cibles de clientèle. Le risque augmente encore. Et la dernière? La diversification. Là, on lance de nouveaux produits sur de nouveaux marchés. C'est la stratégie la plus risquée, parce qu'on s'aventure en terrain inconnu,
à la fois sur le produit et sur le marché. Virgin, qui est passé de la musique à l'aérien, aux télécoms, etc., c'est l'exemple type de la diversification. Google, Alphabet aussi, avec ses multiples projets. Ansoff nous rappelle bien que plus on s'éloigne de son carré initial, produit actuel, marché actuel, plus le risque augmente. Tout ça forme un cadre assez complet, mais j'imagine que pour que la stratégie réussisse vraiment, il faut qu'elle soit déclinée concrètement dans toutes les fonctions de l'entreprise. Ah, mais c'est indispensable. Une belle stratégie sur le papier qui n'est pas mise en œuvre correctement, ça ne sert à rien. Il faut absolument qu'elle soit traduite en objectifs et en plan d'action. Au niveau du marketing, comment on va atteindre les clients visés? De la production, comment on va fabriquer le produit ou délivrer le service efficacement? Des ressources humaines, quelles compétences faut-il acquérir ou développer? Comment motiver les équipes? De la finance, comment on va financer tout ça? Il faut un alignement parfait. Et c'est un processus continu, si je comprends bien. Tout à fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois tous les 5 ans et puis on oublie. L'environnement bouge tout le temps, les concurrents réagissent, les technologies évoluent. On parle souvent d'environnement VUCA aujourd'hui, volatile, incertain, complexe et ambigu. Ça veut dire qu'il faut constamment surveiller ce qui se passe, évaluer si la stratégie est toujours la bonne et être prêt à l'ajuster, voire à la changer rapidement. C'est vraiment un cycle continu de veille, décision, action, contrôle, ajustement. Et si on se trompe, quels sont les risques d'une mauvaise démarche stratégique? On a des exemples d'échecs qui ont marqué les esprits. Ah oui, les risques sont énormes. Ils peuvent être opérationnels, on perd des parts de marché, on est plus compétitif. Ils peuvent être financiers, on fait des investissements qui ne rapportent rien, on met l'entreprise en difficulté. Ils peuvent être organisationnels, les équipes sont démotivées, il y a des conflits. Et parfois, ça peut aller jusqu'à la disparition de l'entreprise. Kodak, qui a raté le virage du numérique alors qu'il l'avait inventé, Incroyable ça. ou Nokia, l'ancien leader des téléphones mobiles, complètement dépassé par l'arrivée de l'iPhone et d'Android. Ces exemples montrent que même les plus grands peuvent faire des erreurs stratégiques fatales. Comprendre pourquoi ils ont échoué, c'est aussi très instructif pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Justement, quelles seraient les clés pour essayer d'éviter ces pièges? Les bonnes pratiques. D'abord, je dirais la rigueur du diagnostic. Il faut vraiment essayer d'être objectif, lucide sur ses forces et ses faiblesses et bien analyser l'environnement, sans complaisance. Ensuite, l'implication. Impliquer les équipes à différents niveaux, pas seulement le top management. Ceux qui sont sur le terrain ont souvent une vision très pertinente des clients, des concurrents. Et puis, ça facilite l'adhésion et donc la mise en œuvre derrière. Mhm. Et enfin, la flexibilité et la réactivité. Il faut être capable de remettre en question ses propres plans, d'imaginer différents scénarios, d'être prêt à s'adapter rapidement si le contexte change. Les outils numériques d'aujourd'hui, le big data, l'intelligence artificielle, les logiciels de veille peuvent beaucoup aider pour analyser l'information et détecter les signaux faibles. Mais attention, ils ne remplacent pas le jugement humain, la vision stratégique. Très clair. Alors, si on devait synthétiser les points vraiment essentiels à retenir pour nos révisions, pour les étudiants qui nous écoutent. Primo, la stratégie, ça vise à construire un avantage concurrentiel qui dure. Deuxio, le diagnostic interne et externe, avec le SWOT comme synthèse, est absolument fondamental. C'est le point de départ obligé. Tertio, il y a des outils comme Pestel, les 5 forces de porteur, la matrice BCG ou Ansoff, qui sont là pour aider à structurer l'analyse et les choix. Faut les connaître. Quartio, les grands choix stratégiques portent sur le périmètre d'activité, est-ce qu'on se spécialise ou on se diversifie, et sur le positionnement sur chaque marché, est-ce qu'on joue sur les coûts ou sur la différenciation. Quinto, la croissance, elle peut se faire de 3 manières. Interne, externe ou conjointe. Chacune avec ses avantages et ses inconvénients. Et enfin, sexto, ne jamais oublier que c'est une démarche cyclique, adaptative. Ce n'est pas un exercice qu'on fait une fois pour toutes. La capacité à apprendre et à s'ajuster est devenue absolument clé. D'ailleurs, l'exemple de Michel et Augustin, avant leur rachat, est intéressant. Une PME qui a vraiment réussi à se créer une place et à se différencier très fort sur un marché hyper saturé, celui des biscuits et des yaourts, grâce à une stratégie très cohérente axée sur l'authenticité, l'humour et la proximité. Oui, bel exemple de cohérence. Parfait. Merci beaucoup pour cette exploration vraiment structurée et éclairante des choix stratégiques. On espère sincèrement que ça aidera les étudiants de formations online à bien maîtriser ce thème 6 de CEGM pour leurs examens. Avec plaisir. Et pour conclure, peut-être une petite question pour continuer la réflexion.
Dans ce monde qui va de plus en plus vite, où l'intelligence artificielle peut analyser des montagnes de données en un clin d'œil, est-ce que finalement, la compétence stratégique la plus fondamentale, ce n'est pas moins la capacité à planifier très finement à long terme que celle à apprendre et à s'adapter en permanence, quasiment en temps réel? Voilà une excellente question pour ne pas refermer le sujet. Merci encore et à très bientôt pour une nouvelle discussion.